Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour Da Fresh, rebonjour tout le monde. Dans l'actualité, Mosley. Oui, nous sommes en plein dans l'actualité. Une actualité chaude. L'actualité est, semble-t-il, chaude. L'actualité qui est chaude, ou bien ce sont les réactions. Où les réactions sont chaudes parce que à ce jour, beaucoup de personnes ne sont pas forcément en capacité de comprendre ce qui se passe actuellement au niveau de l'Assemblée nationale au regard de ce qui vient d'être fait, du moins qui s'est passé hier de l'après-midi et jusqu'à tard dans la nuit, parce que on s'attendait à ce que l'Assemblée nationale finalement soit dans la possibilité de pouvoir réellement soit renvoyer le gouvernement à ses études, ou encore de pouvoir finalement rejeter de façon définitive cette question qui n'avait pas normalement de fondement selon les populations, parce que ce qui ressort des lectures que nous avons. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir l'honorable Rodrigue Aboro-Toro, qui est député, comme je le disais tout à l'heure, du canton Kié, c'est dans le département du Woleu, le 3e siège, et qui est pour le compte évidemment du parti Rassemblement pour la restauration des valeurs, RV, et qui est avec nous ce matin pour parler de cette actualité récente à l'Assemblée nationale. Laquelle actualité? Notamment avec la dépénalisation de l'homosexualité. Merci, honorable, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Vous êtes de quel parti politique? Ou bien vous êtes un indépendant? Non, ça a été précisé tout à l'heure par votre collègue. Je suis élu du 3e siège du département du Woleu, ce couramment appelé canton Kié, pour le compte du Rassemblement pour la restauration des valeurs, plus connu sous le sigle RV. Quel est le rapport que vous avez avec votre circonscription politique? Quel est le rapport que vous avez avec vos électeurs? Pourquoi on dit souvent que le député, dès qu'on l'a élu, il disparaît? Je ne sais pas si c'est mon cas, et je ne sais pas si je suis mieux indiqué aussi pour répondre à ça. Peut-être c'est la question qui devrait être posée à mes électeurs pour savoir le rapport que j'ai avec eux. Ce que je sais, c'est ma première législature, et j'ai été élu par cette population qui réclame ma présence régulièrement. Oui. Il n'y a pas longtemps encore, je pense, j'ai séjourné du 8 au 14 mai dernier dans ma circonscription politique. Les conditions malheureusement sanitaires ne nous ont pas permis d'y aller ces derniers temps. Ajouter à ça le fait, il faut aussi comprendre que lorsque nous sommes en pleine session, c'est souvent difficile. Vous voulez prendre le temps d'être avec les vôtres, mais en pleine session, vous devez discuter des textes, les voter. Vous n'avez que le week-end et c'est souvent restrictif. Donc après, vous avez toute une équipe qui vous accompagne. Et dans ces cas, comment vous garantissez que chacune des décisions que vous prenez, ou je dis que vous prenez, je mets ça en griffe, à l'Assemblée nationale, vous les prenez véritablement en suivant ce que vos populations veulent ou auraient souhaité que vous disiez, puisque vous n'êtes pas en contact direct avec elles tout le temps. Est-ce qu'il y a un relais qui se fait? Si oui, lequel? Attention, il y a deux choses. Il y a deux niveaux de population. Je ne suis pas un élu local. D'accord. Je suis un élu national. Vous êtes ma population. Ah, d'accord. La Constitution dit que tout mandat impératif est nul. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon canton qui a 54 villages, le problème, mon village natal, c'est Nkolayop. Je ne viens pas à l'Assemblée pour régler uniquement les problèmes de Nkolayop. Je viens à l'Assemblée pour régler aussi les problèmes de Mouri-Matiengui, les problèmes de Toulon. Le principe d'universalité. Voilà, donc je suis un élu national. Ça veut dire que le contact, il y a celui qui relève d'abord de la culture, de nos traditions, d'être auprès des tiens, et ensuite celui de vivre les problèmes au quotidien. Encore heureux, entre griffes, de constater que c'est les mêmes problèmes que toutes les populations au niveau national vivent. Et donc, quand je suis à l'Assemblée, c'est cette population nationale que je représente, bien qu'étant issue d'une circonscription bien précise. C'est votre première législature, honorable. Est-ce que être aujourd'hui député ressemble à ce que vous vous étiez dit en réalité? Comment vous appréhendez cette nouvelle charge qui vous incombe aujourd'hui?
En toute honnêteté. Hein. En toute honnêteté, la vie est faite d'expérience. Je n'en savais pas grand-chose. J'ai servi l'administration, j'ai 48 ans, j'ai servi l'administration depuis mes 28 ans. Et je n'ai fait que ça. Mais après, il y a eu une opportunité qui s'est présentée à moi. Et puis bon, on s'est dit, pourquoi pas ? Tout comme demain, si j'aurais fait les sciences et qu'on m'offrait la possibilité d'aller dans la Lune, je dis pourquoi pas. Donc c'est une expérience nouvelle, je l'avoue. Et pour le moment, avec ce que nous vivons, l'actualité, avec tout ce qu'on peut faire, je suis président de commission, au départ, ce qui n'est pas une petite chose. Donc, vraiment, je suis au fait d'un certain nombre de dispositions législatives des textes. Je travaille, que je défends, j'organise des réunions au sein de la commission. Je peux dire, pour le moment, ça va. Ça se passe plutôt bien et que je suis à même de dire, OK, je travaille vraiment pour la population gabonaise. Faut-il une capacité extraordinaire pour être député ? Capacité extraordinaire, oui, mais au départ, c'est d'abord politique. On est dans un milieu politique, mais un milieu politique d'intellectuels. C'est fini l'époque où, ça, c'est ce que vous et moi, on entendait à une certaine époque, que les députés vont à l'Assemblée pour dormir. Et hier, nous avons terminé à minuit 10 pour examiner et voter 21 textes. Et dans la procédure législative, vous pouvez imaginer ce que 21 textes veut dire. Vous avez les projets de loi des finances. Il faut des financiers qui comprennent ce que ça veut dire. Il faut des textes, on a parlé du code pénal, des magistrats qui sont à l'Assemblée, qui comprennent la subtilité d'un certain nombre de choses. D'autres domaines, comme dans ma commission, où il y a 2 projets de loi qui ont été adoptés, celui qui crée le fonds d'entretien routier de 2e génération, le FANER. Il faut comprendre les subtilités de cette situation, celui transurbain. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui demandent à ce que le député soit suffisamment outillé pour avoir la possibilité de répondre des besoins de la population. Donc, ce n'est pas une cour de récréation. Ma dernière question va sembler un peu bête, monsieur le député, mais vous avez terminé hier à minuit, quand on sait qu'on est en pleine période de couvre-feu. Mais c'est un député, Gina. Oui, non, mais attends, j'y arrive. Comment avez-vous fait pour regagner votre domicile quand on sait aussi que la dernière fois qu'il y avait le Premier ministre à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale disait qu'on devait le faire très rapidement pour que tout le monde puisse rejoindre son domicile avant le couvre-feu. Et du coup, lorsque vous travaillez dans ces conditions-là, est-ce qu'à un moment donné, en député, vous vous dites que peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à peut-être mettre un peu de pression pour repousser ce couvre-feu un petit peu plus tard, parce que ce qui est valable pour les députés est aussi valable pour plusieurs secteurs d'activité aujourd'hui au Gabon. Est-ce que vous en avez discuté? Comment vous vous en sortez? Malheureusement, cette question n'était pas à l'ordre du jour, sauf à considérer qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous étions avec le chef de gouvernement qui est resté à l'Assemblée jusqu'à la fin, accompagné de 5 ministres, lesquels ministres naturellement sont responsables des mesures, bien sûr, sous la direction du Premier ministre. Donc on était un peu, si je peux me permettre de le dire, en situation d'exception d'illégalité. Donc pour parler du sujet du jour, la discussion sur le code pénal, c'est ça, Mosley? Oui, la discussion sur le code pénal. C'était quoi votre position? Au-delà de la position, parce qu'il faut d'abord qu'on restitue le contexte. Dans le contexte. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement à déposer la suppression de l'article 5? Il faut comprendre quelque chose. Je ne suis pas à la tête du gouvernement, mais ils sont venus, ils ont amené l'exposé des motifs, parce que dans la procédure législative, c'est à la suite de l'exposé de motifs que l'exposé de motifs, c'est un peu la présentation par le gouvernement de TOX avec les motifs qui sous-tendent, si vous voulez, les modifications ou bien du moins la demande qui est formulée à l'Assemblée. Pour la petite histoire, ce qu'il faut d'abord retenir dans l'histoire du code pénal gabonais, c'est que jusqu'à une date récente, il y a moins d'un an. Juillet 2016. 2019. Exactement. 2019. Donc il y a moins d'un an. Le code pénal gabonais était celui des indépendances. Donc il datait de 63. Où, si vous voulez, on héritait des colons de la France avec, on essaye de suivre les dispositions latines en la matière. Ces questions n'y étaient pas. Question d'homosexualité, Dieu seul sait depuis combien d'années ça existe. Ensuite, il s'est agi d'adapter, nous sommes une société progressiste, ce code pénal aux réalités de maintenant.
Donc la 12e législature, nous sommes la 13e, la 12e législature a commencé à travailler là-dessus. Tout le monde connaît ce qui en est suivi avec la mise en vacances forcée de ces députés et du Parlement. Et par la suite, le Sénat a été investi de toutes ses prérogatives. Et donc le Sénat a assumé le relais du travail parlementaire des députés en ce qui concerne la révision du Code pénal. Et c'est le Sénat qui a donc, en lieu et place, et au nom, disons ça comme ça, des députés... C'est la loi. C'est la loi, bien sûr, intégrer ce alinéa 5 qui pénalise l'homosexualité. Le problème qui s'est posé au-delà de cette disposition, l'article 402 qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, c'est que le code lui-même, de manière générale, était inapplicable, n'a jamais été appliqué. Parce que les magistrats eux-mêmes ont jugé cet instrument inapplicable. C'est l'une des raisons pour lesquelles un instrument, un document... Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, honorable. Qu'est-ce que ça veut dire inapplicable? Mais la loi, la particularité d'une loi de l'Est que vous la votez, il faut bien qu'elle soit compréhensive, il faut qu'elle soit applicable, il faut qu'elle soit opposable. La loi est dure, on le dit, dure à l'ex, c'est de l'ex, mais il faut que je sois capable de comprendre ce que la loi m'impose. Et le magistrat qui doit porter le jugement ou bien qui a le mandat de l'appliquer, il faut qu'il comprenne tout ce qui se dit. En gros, c'était ça. Donc non seulement les dispositions, parce que il y a une coutume aussi dans le travail du magistrat, je ne suis pas magistrat, c'est celle de la lecture, par exemple, des dispositions, article tant puni de telle amende. Si vous prenez l'article 35 qui punit des crimes sexuels, et vous en transformez en article 412, le magistrat, il faut qu'il reparte à l'école. Ce n'est qu'un exemple. Il aura des difficultés. Il y avait ce problème. Ensuite, les nouvelles dispositions... Donc, vous parlez là de la capacité à pérorer des magistrats. Ça, c'est au niveau des magistrats, voilà. C'est parce que ce sont eux-mêmes qui ont posé, effectivement, le problème. Et ensuite, il y a l'interprétation, parce que... Et c'est une autre chose, nous sommes les députés, c'est nous modifions, nous injectons les dispositions nouvelles, nous acceptons celles qui sont proposées, mais après, c'est tout un autre exercice derrière ça, d'être en mesure d'interpréter ce qui a été écrit. C'est pour ça que nous sommes dans la dynamique des révisions, de l'abrogation, de revoir des trucs. Donc, pour un instrument de cette nature, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même assez flagrant de constater que moins d'un an, je dis bien moins d'un an, après sa promulgation, autant pour moi, que les députés soient appelés à se prononcer de nouveau là-dessus, c'est qu'il y a un souci. Donc, c'est un peu tout ce problème-là auquel on a été confronté. Ensuite, il y a le fameux alinéa qui a été retiré par le gouvernement. Est-ce qu'il y avait besoin pour le gouvernement de réellement proposer, est-ce que c'était une urgence en réalité? Dans l'exposé des motifs du gouvernement, est-ce qu'il y avait un caractère urgent pour régler ce problème? Lequel vous parlez pour réviser le code pénal? Pour l'alinéa. Pour l'alinéa en par question. exemple, ou le code pénal en général. Le code pénal, l'alinéa, c'est une disposition du code. Donc, le besoin, l'urgence du gouvernement, c'était le code lui-même, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire que ce n'était pas seulement cet alinéa qui était objet de révision. L'alinéa, c'est juste une situation, parce que c'est un problème de société, mais il y a plein d'autres dispositions à l'intérieur qui... C'est tout le code, disons ça comme ça, qui était en révision. Voilà, pour que celui... Et je serais tenté de dire, en fait, puisque celui de 2019 n'a pas été appliqué, je suis tenté de dire qu'en fait, c'est le code de 63 que les députés de la 13e législature ont été invités à revoir. Parce que c'est finalement celui de 63, c'est la base de celui-là que les magistrats, pour se prononcer, étaient obligés sur lequel ils étaient obligés de s'appuyer. Mais ensuite, le gouvernement a justifié un certain nombre de choses à la demande de la population, parce qu'aujourd'hui, on constate les mises en détention préventive qui durent des années, un certain nombre de difficultés au niveau des magistrats, ajoutés à ça le fait que les crimes financiers qui n'existaient pas
avant dans les anciennes lois, d'autres dispositions comme tout ce qui concerne les crimes phoniques, les crimes environnementaux, tout ça, ça n'existait pas. Donc il fallait vraiment adapter ça à l'évolution. Ça a été fait, ça devait être fait. Depuis la 12e législature, ce ne fait pas le cas. L'instrument qui était sorti nous amène aujourd'hui à la situation. Donc je peux dire oui, il y avait urgence. Et cette urgence, c'est le gouvernement qui l'a justifié, et à nous, le législateur, simplement de faire notre travail. D'accord, on comprend donc que hier, il ne s'agissait pas uniquement de regrouper les députés, d'aller à l'Assemblée et de travailler sur cette loi-là, particulièrement sur celle portant sur la dépénalisation de l'homosexualité. Il y en avait plusieurs autres. C'est ça, effectivement, l'obligation pédagogique du député, parce que dans ce que vous dites, c'est ce que tout le monde, effectivement, pense, mais non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est qu'une disposition parmi tout ce qui a été traité. Cependant, étant un problème de société très sensible du fait de nos traditions, de l'évolution de nos sociétés, de plein de détails, je pense que les députés comprennent aujourd'hui pourquoi depuis hier, les réseaux sociaux sont complètement enflammés. Alors, j'ai envie de vous demander, honorable, que s'est-il passé hier lors de justement du traitement de cette question-là particulièrement? Et puis préciser que en première lecture, les députés ont quand même exprimé leur on va dire, il y a eu un vote. Et du vote, il ressort qu'on a eu 25 abstentions, à peu près 24 contre et 48 pour. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que lorsque une loi n'arrive pas à avoir la majorité absolue, c'est-à-dire 50 plus 1, eh ben, à un moment donné, donc plus de 50% des votes, eh ben, cette loi-là, elle est rejetée. Qu'est-ce qui a prévalu au moment de la première lecture et lorsqu'on est revenu sur la question, parce qu'il y a eu un premier vote, vous êtes passé à l'examen d'autres lois ou bien d'autres textes et vous êtes revenu sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à une situation où finalement la révision a été adoptée à l'Assemblée nationale? Bon, il faut comprendre que des sujets aussi sensibles, on ne peut pas s'amuser à se dire, à applaudir en disant bon, ok, le vote est fini. Il y avait, bon, on a des juristes, on a des gens qui sont là, parce que bon, c'est un hémicycle, hein, vous avez tout le monde à sa sensibilité. Avant même qu'on en arrive au vote, il y avait déjà eu des collègues de l'opposition ou la majorité qui étaient passés dans les médias pour s'opposer. Bon, donc, ça veut dire que le sujet était d'actualité. Comme vous parlez des réseaux sociaux, nous tous, nos téléphones, des coups de fil pour traiter de l'affaire. Donc, elle n'était pas à traiter avec légèreté. Maintenant, dans la lecture exacte, ce qui s'est passé, c'est j'ai vu qu'un média en ligne est allé très vite en besogne. Ils sont vraiment informés. Vous êtes vraiment informés, c'est tout à votre honneur, que pendant qu'on discute, les médias en ligne ont déjà publié. La situation. Nous avions une publication de votre confrère, le député Blaise Louimbe, qui a donné les statistiques. Il a exprimé. On avait en fait une information crédible. Non, mais ça, c'est pas. Bon, quand je dis on avait, je dis les populations, ceux qui étaient sur les réseaux sociaux. Tout à fait, hein. Non, mais c'est pas un reproche non plus. Quand que vous avez. Le déroulé honorable. Je parlais de dire en termes de déroulé, sur les informations, comme vous venez effectivement de dire, c'est que les gens, sur le coup, n'avaient pas compris que l'abstention, nous tous on a été élus, veut dire nul ou blanc. Donc ça ne compte pas. Ça compte pas, l'abstention ne compte pas. En fait, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. Quand vous votez, à voter le suffrage exprimé. Quand on dit blanc ou nul, c'est des bulletins qu'on élimine, vous le savez. Ensuite, exprimer qui a voté contre, qui a voté, c'est ce qu'on dit suffrage exprimé. C'est ce qui s'est passé hier. Donc la lecture, il a fallu que cette lecture soit clairement expliquée, qu'il y a eu 24 pour, 24 abstentions. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 49 pour. Est-ce que vous comprenez? C'était ça en fait le problème. Jusqu'à ce qu'on soit revenu ou compris que réellement la situation est que les 25 abstentions, c'est des gens, ils ont leur raison, qui n'ont pas voulu s'exprimer. Et donc on ne peut pas compter leur vote. Du coup, sur les 97... Honorable, est-ce qu'un député peut ne pas vouloir s'exprimer puisqu'il est à l'Assemblée nationale pour voter ou pour donner son avis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas porter un jugement sur la question.
Nous le l'abstention constatons est à retenue. partir du moment où l'abstention est reconnue. Oui, par le règlement où intérieur de vous ne vous l'Assemblée sentez pas seulement par le règlement intérieur, c'est sur les règles générales de vote, puisque je parlais de blanc ou nul. Oui, bien sûr. Quand on va aux élections, c'est accepté. Bien sûr. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Si vous ne vous sentez pas impliqué sur une question ou sur un candidat, vous dites, bon ben, ok, je vais faire mon devoir, mais... Est-ce que c'est cette méconnaissance, on va dire plus ou moins, cette non-explication de cet aspect-là juridique qui a favorisé l'adoption? Est-ce que c'est uniquement cela? Il n'y a pas eu de tractation, il n'y a pas eu en dernier ressort du marchandage, ou encore il n'y a pas eu l'action lobbyiste derrière pour permettre à ce que finalement ça soit retenu ainsi? Est-ce que vous êtes passé à un second vote pour pouvoir... Non, on n'est pas passé à un second vote, et votre question, je ne sais pas trop quelle réponse en donner, parce qu'au regard des résultats, si on voit la configuration de l'Assemblée, comprenez que c'est la majorité, enfin les partis de la majorité qui sont majoritaires, pour me répéter. Voilà, donc on aurait pu, s'il y avait des tractations, surtout le Premier ministre était là, le PDG qui est le parti majoritaire, là, elle a parlé tout à l'heure d'un collègue qui a mis sur c'est un éminent membre du parti majoritaire. Chacun a exprimé, c'est mon point de vue, son vote à son âme et conscience. Parce que ça n'a pas été, je ne peux pas me permettre de m'aventurer en affirmant qu'il y a eu des tractations. S'il y en a eu, je pense, ensuite, vous avez suivi le débat, qu'il y a le président du groupe parlementaire PDG qui est monté au créneau et qui a déclaré publiquement que le parti PDG votera la loi. Mais il n'a pas été suivi. Donc vous comprenez que... Même au sein de leur formation, il y a des différences. Mais il se trouve quand même qu'Honorable se pose quand même un problème, c'est que même si on prend la majorité des suffrages exprimés, qui est de 97, dans les 97, si on divise par 2, ça fait 48,5. Donc on aurait au moins accordé le vote si on avait 49 pour. Mais on se retrouve avec 48. C'est toujours en infériorité si on tient compte de la règle de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il y a eu interruption, parce qu'autrement, si les 25 abstentions, par exemple, se seraient réellement prononcées, personne ne sait aujourd'hui s'ils auraient été pour ou contre. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le décompte final, c'était plus 97. C'était 72, parce qu'on enlevait forcément les 25. Et donc c'est sur les 72 que les 48 deviennent majoritaires. Voilà. Donc c'est la lecture juridique qui a été faite. Maintenant, les 48, ça c'était sur la base des 97, mais sur les 97, on ne peut plus aller dans ce sens, puisqu'il y a eu des bulletins blancs ou nuls, donc les abstentions. Donc une fois que les 48 ont voté pour, et puis il y avait bien sûr les 24 qui ont voté contre, la loi du coup est actée. Qu'est-ce que ça explique concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Parce que je vous pose la question parce qu'on en a vu de toutes les couleurs. Il y en a qui ont dit ça y est, le Gabon a validé l'homosexualité. Il y a d'autres qui ont dit les députés ont autorisé l'homosexualité. C'est bon, c'est validé, c'est acté. Maintenant, concrètement, en français facile, qu'est-ce que le vote d'hier implique? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie de tous les jours? Question Cole. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de tous les jours? Je ne sais pas si l'homosexualité a déjà changé quelque chose dans la vie de tous les jours du Gabonais. Je n'en sais rien. C'est quelque chose, c'est une pratique qui existe depuis la création du ciel et de la terre, si je peux m'exprimer ainsi, du moins depuis que l'homme existe. Ensuite, il s'agit simplement de s'arrimer à l'évolution de la société. Bon, c'est vrai qu'il y a un terme dépénalisation, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, vous avez posé la question tout à l'heure, je vous ai dit simplement parce que on considère que quelqu'un peut vivre librement son homosexualité sans que le droit derrière ait à le poursuivre. Mais ça aussi, c'est très insidieux. C'est ça le problème dans la lecture, parce que les réseaux sociaux, tous les commentaires que nous faisons aujourd'hui, c'est comme si on fait de l'apologie de l'homosexualité. Attention. Le droit pénal est un droit d'application stricte et directe. Je vous parle, moi-même, je suis chrétien, pratiquant, j'ai voté contre. Mais le devoir pédagogique
m'oblige quand même à situer certaines choses. À dire, on parle de dépénalisation, certes, puisque on a travaillé sur une loi qui existait déjà, bien qu'elle n'ayant pas été appliquée, certes. Mais la grande difficulté, là je parle en pédagogue, je ne parle pas en tant que je suis marié, j'ai des enfants, des garçons en bas âge. C'est cette conviction morale, religieuse qui m'a poussé à voter contre. Mais en tant que citoyen, je peux me permettre quand même d'attirer l'attention des gens que là, nous sommes sur une question de stigmatisation, de mise à l'écart de la société. Vous savez, dans le dictionnaire, aujourd'hui, on parle de procès en sorcellerie. C'est un terme, à l'époque médiévale, qui se trouve aujourd'hui dans le dictionnaire, où les sorciers ou sorcières étaient passés par les autodafés par des dénonciations. Personne ne sait ce que c'est le mot. Comment tu vas condamner l'homosexuel? Quand je disais le code pénal est un instrument d'application stricte et directe, il est basé sur les faits. Un crime est un fait. Un viol est un fait. L'exhibitionnisme est un fait. Tu te balades nu, on voit, la société juge que cette personne dérange. C'est un fait. Mais une pratique sexuelle, l'homosexualité c'est une pratique sexuelle. Excusez-moi, je veux peut-être que les enfants qui nous écoutent m'y autorisent. On parle de sodomie, et la Bible parle de Sodome et Gomorrhe. La sodomie vient de Sodome et Gomorrhe. Excusez-moi, mais c'est une pratique sexuelle, même dans les couples mariés. Comment tu condamnes ça? Un couple homosexuel qui est dans son mur, comment vous le condamnez? Ce qui va se passer, c'est juste l'homosexuel est dépénalisé ou est pénalisé. Si tel est qu'on avait voté cela, mon voisin, il est homosexuel, je vais porter plainte. Après, on est dans une spirale, une chasse aux sorcières. Donc, c'est une question délicate, mais vraiment très délicate. Ajouter à ça le fait, et là, c'est vraiment une conviction personnelle, bien qu'ayant voté contre, sincèrement, je dis, je m'opposerai, j'écrirai, je passerai dans les médias seulement si l'alinéa 14 de l'article 1er de la Constitution venait à être modifié. C'est-à-dire c'est lui qui porte sur le mariage. Parce que c'est lui qui porte sur les fondements de la société gabonaise et qui parle du mariage autorisé en République entre hommes et femmes. Vous faites bien de le souligner parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'esprit des Gabonais, c'est que lorsqu'on parle de la dépénalisation de l'homosexualité, ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, on va arriver à une situation où finalement, on pourrait aboutir à une révision du code de la famille. Exactement, c'est ce que je dis, parce que là, on est dans un procès d'intention au niveau du gouvernement, on agit par anticipation. Moi, je peux le comprendre. On lit tout ça dans les réseaux sociaux, mais tant qu'on n'en est pas là, je ne peux pas m'y hasarder en tant que député. Ce que je sais, c'est que pour le moment, ce que le député, l'élu ou du moins le corps a dit, c'est que laissons la liberté à chacun de mener sa vie telle que la Constitution, le préambule de la Constitution des droits fondamentaux de chaque citoyen, la liberté. Et ensuite, ajouter à ça le fait de la matérialisation de cet acte qui est très difficile. Même pour le magistrat, après, on va être dans une... J'ai vu dans les réseaux sociaux, on parle de Lévitique qui disait homme, femme, tout ça qui passe. Mais on aura bien quand même... Il ne fait pas la passion. Moslen ne fait pas la passion. Moi, j'ai une autre question. Attends, s'il te plaît, j'ai une autre question. Il vous reste une minute. Honorable député, pour une question aussi sensible et aussi particulière, parce que ça, il va de nos religions, de nos religions, parce qu'il y en a plusieurs au Gabon, de nos traditions, de plein de questions. Pourquoi, à ce moment précis, est-ce que ça n'aurait pas été une possibilité de penser à faire un référendum? Moi, j'aurais aimé que l'État me demande mon avis sur la question. Pourquoi je veux dire, le nombre de députés qui étaient à l'Assemblée nationale qui ont décidé pour toute la nation sur une question aussi sensible. Je suis bien d'accord que toutes les questions sur lesquelles les députés se penchent sont tout aussi importantes, mais celle-là particulièrement, vous voyez à quel point elle défraie la chronique. On aurait aimé que l'État nous demande notre avis. Ça existe, les référendums. Pourquoi ça n'a pas été une possibilité? Bon, je suppose... Parce que du coup, là, c'est 48 personnes qui décident pour 1 800 000 habitants. Hein.
Oui, d'accord, mais ces 48 personnes représentent aussi la population, c'est des députés, si je peux. Bon, la réponse est quand même politicienne, non. Il y a des règles qui encadrent les sujets qui doivent faire appel à référendum. Il ne s'agit pas d'une modification constitutionnelle, il ne s'agit pas d'une situation qui mettra réellement en péril la société entre nous. Je répète que la pratique homosexuelle, c'est une pratique sexuelle entre deux individus qui décident, bien que de même sexe, d'être ensemble, mais qui se passe dans un cadre privé, dans le sens de vivre leur liberté. Le référendum, on ne va pas demander à quelqu'un de se prononcer sur la liberté de l'honorable Abourou de mener sa vie. Seulement, si je me retrouve, parce que même en couple marié, vous vous retrouvez à faire vos actes devant les gens, on est dans les atteintes de mœurs. Donc, la société, elle est régulée. Donc, ensuite, on parle de religion. D'accord, la Bible, depuis des années, tu ne tueras point, on tue. Tu ne commettras pas d'adultère. Nous tous, on est dedans. Donc, après, on voit l'extrait de la... Après, bon, que chacun de nous dise Dieu jugera chacun de nous. C'est lui qui a cette pratique. Mais non, entre nous, c'est juste un problème de liberté de mener la vie et surtout la capacité pour le magistrat, en dehors des situations de dénonciation, de pouvoir juger cette situation, ce qui devait vraiment s'avérer très difficile. Honorable, il y a une situation... Ça revenait dans toutes les interventions quand même, lorsqu'il s'est agi de parler de cette question-là, de la dépénalisation. Il y a un sujet qui est revenu fortement dans les interventions, aussi bien sur les réseaux que des gens avec qui on a discuté. Il y a qu'aujourd'hui, vous avez parlé par exemple de l'inapplicabilité. Depuis 61, le Gabon est régi par un code, du moins il y a une loi sur la dot qui interdit la dot, mais elle est quand même pratiquée par les populations. Et aujourd'hui, avec la dépénalisation de l'homosexualité, la question qui revenait était celle de savoir pourquoi on s'attelle à travailler sur un alinéa du code civil, du code pénal comme celui-là, alors qu'il y a aujourd'hui des milliers de femmes, il y a beaucoup de personnes au sein de la société gabonaise qui réclament qu'il y ait la reconnaissance juridique du mariage traditionnel. Merci Mosley, tu es la voix des sans-voix. Mais donc, juste rapidement, mais c'est moi qui vous retourne le commentaire simplement en disant, voilà une situation, la dot a été interdite par Léon, on continue à la pratiquer aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait pénalisé l'homosexuel, qu'on aurait interdit, que l'homosexuel aurait disparu? C'est ça justement le débat de société. Voilà. Est-ce que le législateur ne peut pas s'auto-saisir sur la question de la reconnaissance du mariage coutumier? Non, le texte sur le mariage coutumier, il est sur la table, il est attendu, attention. Depuis pratiquement... Non, c'est honorable. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.